apporté, je dirais, par le chapter Île-de-France. Voilà, donc pour commencer, on va se présenter. Karine, je t'en prie. Bonsoir à tous. Merci d'être là, hein. C'est le premier de l'année, donc on est content que vous soyez là. On espère que vous serez nombreux toute l'année avec nous et très rapidement en vrai. Du coup, je suis Karine, je suis membre du bureau Île-de-France, donc on est tous volontaires bénévoles. J'ai fait un VIE au Brésil en 2016, donc pendant 2 ans au sein des laboratoires Servier. Puis ensuite, je suis rentrée en France chez L'Oréal et je suis encore chez eux pour l'instant. Charlène. Et donc du coup, Charlène, bonjour à tous ou bonsoir plutôt. Moi j'ai été ancienne VIE en 2013, de 2013 à 2014, donc aux États-Unis à Saint Louis pour ceux qui connaissent. Donc pour la société Biomérieux, à l'heure actuelle, je suis toujours employée chez eux actuellement en France. Et voilà, donc très content d'être avec vous ce soir pour ce webinaire. Voilà. Alors, on va vous donner peut-être quelques petites règles pour commencer. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions. Allumez vos caméras également, hein, ça sera plus chaleureux pour tout le monde qu'on puisse se voir. Malheureusement, les circonstances font qu'on ne peut pas faire cet événement physiquement, mais on profite de l'opportunité de le faire en ligne. Donc, voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de conversation. Donc pour commencer, on voulait savoir quel est votre super pouvoir, puisqu'en fait vous êtes tous inscrits aujourd'hui à ce webinaire pour parler un petit peu d'excellence d'action. Donc à date, normalement, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Martin va pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Mais aujourd'hui, si on vous dit votre super pouvoir, c'est quoi? À quoi est-ce que vous pensez? Pour N'hésitez pas à répondre, commenter. voilà, le plus simple, c'est la barre de chat et on en discute un petit peu, on regarde vos réponses et on voit. Il faut toujours que le premier se lance, hein. Nous, entre nous, on s'est rendu compte que fédérer pouvait être un super pouvoir qui nous rassemblait au sein du bureau. Alors, C'est ça. Caroline, flexibilité. Ok. Federer, en Oli, fait, tu voulais dire. Federer, parce qu'on voulait citer des sportifs qui gagnaient. Donc, on a trouvé que c'était bon de citer des sportifs. Bon, chacun a son joueur de tennis préféré, sans doute. Mais Federer, c'était une bonne c'était idée. un bon début. On a adaptation qui arrive, soif de Ok. connaissance, L'adaptation, D'accord. c'est indispensable. anticipation. Ok. Gouverner, c'est prévoir. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Allez-y, faites-vous plaisir. Écouter et comprendre les autres. Ok. Super important. Gestion de crise, ténacité, diplomatie, curiosité. Donc c'est bien, vous arrivez quand même relativement à identifier ce qui fait votre force. Voilà. Curiosité à nouveau, ouverture d'esprit. Gestion de crise, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est très tendance en ce moment. Non, c'est bien, du coup, on voit que on a des idées, vous avez déjà une petite idée de votre côté de quel est votre super pouvoir. Comme on vous le disait, nous, on a fait un petit peu l'enquête au sein du groupe. Et puis voilà, on a plusieurs choses qui ressortent souvent, donc comme la communication, l'empathie, la créativité. Voilà. Et puis nous, ce qu'on vous propose de faire ce soir, justement, c'est de creuser un petit peu plus sur ce concept. Alors, je vais vous présenter l'agenda. Ou peut-être que Karine va le faire. Peut-être Karine, si tu souhaites présenter l'agenda rapidement. C'est parti. Alors, en quelques mots, on va commencer avec le club veilleux, que vous ayez bien notion de ce que c'est, de ce qu'on fait et de nous, qu'est-ce qu'on y fait. Ensuite, on laissera la parole du coup à notre présentateur, donc Martin, qui a bien voulu accepter de nous rejoindre aujourd'hui. Il nous parlera de l'excellence d'action en entreprise dans un premier temps. Ensuite, il fera intervenir Ashok, qui est aussi un VIE, donc qui a fait un VIE et qui est aujourd'hui au sein du bureau avec nous, qui va valoriser en fait son excellence d'action et nous montrer en quelque sorte comment ça marche, à quoi vous attendre. On passera ensuite aux questions, donc surtout n'hésitez pas au fur et à mesure si vous avez des questions à les noter et à les écrire, on les prendra. Et enfin, l'idée c'est qu'on termine tous ensemble en session networking after work virtuelle. On s'adapte aux conditions donc, pour se rencontrer et pour pouvoir discuter les uns avec les autres. Voilà. Donc, c'est adaptabilité pour nous, alors, finalement.
Alors, je vais poursuivre juste pour vous faire un petit topo sur le club VIE, donc ça va pas être très long, mais pour vous donner principalement voilà, les valeurs et missions du groupe. Nous, clairement, je dirais qu'il y a 4 axes. On est VIE, on a tous fait soit une mission VIE, VIA, CSN ou autre. Et en fait, il y a quelque chose qui nous regroupe tous, hein. C'est le fait que voilà, on a une carrière qu'on a souhaité booster à travers cette expérience-là. On a tous l'esprit d'entreprise. On souhaite s'informer, se stimuler. Et justement, merci encore une fois d'être avec nous ce soir pour cet événement-là, parce qu'on espère pouvoir vous donner des outils, des clés pour voilà, avancer aussi en entreprise. On est plusieurs, soit basés en France, soit alors basés ailleurs à l'heure actuelle. Ce qu'on souhaite faire également à travers le club, c'est cultiver les contacts, hein, et coopérer les uns avec les autres dans le monde entier. Et puis, on souhaite vraiment promouvoir le rayonnement du VIE. Quelques petites informations clés. Donc, le club VIE a été créé en 2006. Voilà. À l'heure actuelle, on a un peu plus de 25 000 membres. On est représenté donc dans le monde entier, hein, et puis en France, on a encore une autre partie que je vous présenterai tout à l'heure. Et du coup, on a l'appui de Business France et de ses partenaires justement dans cette belle aventure. Alors, en termes de profil, qui nous sommes? Alors, en général, la moyenne d'âge, elle est de 31 ans. Si vous êtes plus jeune ou plus vieux, ce n'est pas grave. Mais bon, voilà. Donc, on est 45% de femmes et 55% d'hommes. On est localisé majoritairement en France, donc pour 70% d'entre nous, et 30% à l'étranger. Et donc, du coup, en termes de postes, hein, qu'on peut voir au sein du club, donc on a une forte représentation des ingénieurs, de commerciaux. Donc, voilà, on est des gens qui sont mobiles et dynamiques, hein, comme vous pouvez le voir, en majorité des cadres. Et voilà. Et du coup, donc, pour ceux qui sont basés en France ou même ceux qui ne le sont pas, on voulait juste vous faire un petit rappel sur les chapters. Donc, nous, ce soir, cet événement, hein, a été organisé par le chapter Île-de-France. Mais sachez qu'il y a des chapters justement dans différents coins. Donc, si vous n'êtes pas encore ou si vous ne faites pas partie de ces groupes-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces groupes-là à travers le site du club VIE. Et puis, pour ensuite être en contact avec les gens qui sont dans votre région. Et on espère pouvoir tous se rencontrer prochainement. Voilà. Je vais laisser la parole à Martin, et qui est notre expert RH pour ce soir et qui va nous en dire un peu plus sur l'excellence d'action. Martin, je te laisse présenter ta partie. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes super motivé, à rejoindre les bureaux des chapters de France. C'est clair. C'est une belle expérience. Allez-y. Merci Charlène, merci Karine. Moi, je suis vraiment ravi de pouvoir ce soir vous présenter l'excellence d'action. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir ce que c'est que l'excellence d'action, comment l'identifier et comment l'exploiter pour booster votre carrière. Alors, tout d'abord, pour me présenter, alors moi, je suis un ancien VIE. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas VIE, ça s'appelait VSN, puisque c'était dans les années 90. Et à l'époque, j'étais dans l'informatique et j'étais en charge du centre informatique de l'administration publique des Comores, et donc pour l'administration publique des fonctionnaires. Donc, j'ai commencé ma carrière, c'est ça, à la fin des années 89-90 dans l'informatique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis consultant en ressources humaines. Et justement, l'excellence d'action m'a permis de comprendre finalement ce cheminement, et ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui, je peux devant vous dire que mon excellence d'action, c'est que j'aide les personnes et les organisations à franchir un cap, donc ça, c'est mon excellence d'action, vous le comprendrez au travers de mon parcours, puisque moi, j'ai travaillé dans l'informatique pendant une douzaine d'années, mais ce que j'aimais le plus, c'était accompagner les transformations, la conduite du changement, quand je mettais en place des systèmes d'information, des ERP, des CRM, des SIRH. Et c'est ça qui me plaisait, parce que je pense qu'au-delà des outils, ce qui fait le succès d'un système d'information, c'est la conduite du changement.
Et de fil en aiguille, je pense que mon excellence d'action m'a poussé à choisir délibérément des postes où je pouvais développer les ressources humaines. Et finalement, j'ai occupé des postes de knowledge manager, de ressources manager, de consultant RH. Et depuis 5 ans, je suis à la tête du cabinet Eurasie, où j'ai 3 activités. Le recrutement, où là, je vais finalement dénicher les talents en France, mais aussi à l'international. Je peux très bien recruter des directrices de crèche, comme je le fais actuellement à Mayotte, des experts comptables à Saint-Martin, à l'île de Saint-Martin dans les Antilles, donc que des endroits sympas. D'ailleurs, j'ai positionné un des VIE sur ce poste-là et j'espère qu'il sera recruté sur ce poste-là. Deuxième activité, le conseil en ressources humaines, où là, je vais vraiment aider à la transformation RH en France, aussi en Afrique et dans l'océan Indien. J'ai comme client la Banque centrale du Burundi, des clients à Madagascar notamment. Et enfin, ma troisième activité, c'est le coaching. Coaching emploi, où je vais aider des personnes à retrouver un emploi, à trouver un emploi qui fait sens. Et j'utilise pour cela ce dispositif de MO2I, l'excellence d'action, que je vais vous détailler après. Voilà. Donc, je réalise des bilans de compétences, je fais du coaching en VAE et j'ai accompagné plus de 400 personnes dans leur transition professionnelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut dire que je vis de mon excellence puisque ce parcours m'a permis d'évoluer sur un métier où je prends beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, pour comprendre et illustrer l'excellence d'action, je voulais d'abord partager avec vous un constat. C'est qu'aujourd'hui, vous la connaissez tous, la situation, la crise sanitaire qui bouleverse le marché du travail. Et moi, j'accompagne des étudiants et des salariés ou des gens qui sont vraiment en recherche d'un emploi. Beaucoup de difficultés à un stage. Pour les jeunes diplômés, c'est vraiment la galère pour trouver un premier emploi. Et pour les personnes en poste, ils ont peur de perdre l'emploi, surtout les salariés qui travaillent dans des secteurs, vous connaissez, qui sont en difficulté, hein, le tourisme, le transport, la restauration. Et elle se pose vraiment la question aujourd'hui de changer de métier, de se reconvertir ou d'adapter leurs compétences. Donc ça, c'est d'un côté ce qu'on constate, du côté des salariés, et puis de l'autre côté, on constate en entreprise une baisse de l'engagement des salariés parce que les recherches à concilier vie professionnelle, épanouissement personnel, développement personnel. Et je constate aussi, et j'observe aussi un certain nombre de switch de personnes qui après un début de carrière dans une entreprise, décident de changer de voie parce qu'elles cherchent à retrouver du sens dans leur projet. Donc la question que je me pose, c'est comment concilier le plaisir de travailler sur un projet qui fait sens et performance en entreprise, puisqu'on a quand même 2 logiques qui peuvent être opposées. Et on verra qu'avec l'excellence d'action, ça peut être un moyen d'y répondre. Voilà. Donc avant de continuer, j'aimerais quand même savoir qui vous êtes, et je vais laisser Karine et Charlène vous poser une question. Alors, il y aura un petit sondage qui va pas tarder à s'afficher à l'écran normalement. Il faut peut-être que j'enlève le partage, c'est ça? Non, tu peux. C'est bon, tu peux continuer à partager. Le sondage ne devrait pas tarder à arriver. Et on a 47 participants, donc on espère avoir 47 réponses. Alors, on a besoin de savoir du coup qui vous êtes. Est-ce que vous êtes en recherche active de poste actuellement? Est-ce que vous êtes en poste et heureux? Ou alors en poste et en recherche d'un projet porteur de sens? C'est à vous. On aurait dû avoir une petite musique d'attente pendant que les gens répondent au sondage. Et on est 49, donc on compte sur vous pour les réponses. Ça avance, ça avance. 30 réponses déjà, il ne nous en reste plus beaucoup. Mais je vois que tout le monde est très actif ce soir.
Merci pour votre participation. On est à 35. « 36. Bon. Martin, tu as la réponse à ta question. Donc, alors, c'est assez partagé, hein, donc, on a 42% des membres qui sont donc, enfin, des participants ce soir qui sont donc en poste en recherche d'un projet porteur de sens. Ensuite, en poste et heureux, et puis ensuite un petit peu moins de membres qui sont en recherche active de poste. On te laisse poursuivre. Bonne nouvelle déjà. C'est clair. On est quand même nombreux en poste. Donc ça, c'est une bonne chose, évidemment, des personnes qui en veulent, qui sont en poste. Et je constate que quand même 42% des personnes qui sont en poste recherchent quand même un projet porteur de sens. Et donc ça confirme bien le constat que j'avais, qui était que de plus en plus de personnes n'hésitent pas, sont prêtes à switcher dès lors qu'elles trouvent ce projet porteur de sens. Très bien. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, en entreprise, alors moi, j'étais en charge de tout ce qui était performance, gestion des talents, haut potentiel dans des grandes entreprises. Et notre problématique, c'était comment identifier les hauts potentiels, les talents en entreprise. D'accord. Alors, on avait des programmes gradués pour recruter les meilleurs jeunes diplômés des bonnes écoles. On avait des programmes talent, des programmes high potentiel, qui permettaient de pouvoir faire évoluer un certain nombre de jeunes talentueux. Vous le savez peut-être, la performance, elle se mesure en entreprise, puisqu'on fait des évaluations annuelles de la performance. Et pour atteindre la performance, il y a 3 ingrédients. Évidemment, le premier facteur, c'est la compétence. Le deuxième facteur, c'est la motivation. Et le troisième facteur, c'est l'environnement. Donc la compétence, on l'obtient, on peut l'acquérir par de la formation, hein, par la connaissance, par les études, mais surtout par le savoir-faire. D'accord. En plus du savoir-faire, en termes de compétences, vous avez aussi le savoir-être. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez être compétent, mais si vous n'êtes pas motivé pour réussir, pour performer, vous ne pouvez pas obtenir ces résultats. Et enfin, troisième critère et ingrédient, c'est le rendement. Parce que vous pouvez très bien être compétent et motivé, mais si vous êtes dans une entreprise qui ne vous donne pas les moyens de réussir, ou le cadre de travail, les outils, la collaboration, les valeurs d'entreprise ne vous permettent pas de vous épanouir et de réussir, vous ne pouvez pas atteindre cette performance. Donc, pour introduire l'excellence d'action, je vais donner quelques exemples pour illustrer les compétences, les talents et l'excellence d'action. Prenons un manager dans le commercial. Il peut acquérir, il développe des compétences managériales, parce qu'il manage une équipe. Il peut avoir développé des compétences en vente complexe, avoir des compétences aussi en communication pour pouvoir manager son équipe, tenir des réunions, gérer ses clients, gérer les relations clients. Les personnes qui ont du talent sont celles qui ont évidemment des compétences, un savoir-faire, un savoir-être, mais surtout des attitudes, un don, des facilités à faire un certain nombre de choses. Et c'est là où on va parler de personnes qui ont des talents en leadership, en influence, en stratégie. Et vous, quelque part, vous avez exprimé dans le sondage avec le super pouvoir. Donc, on peut avoir plusieurs talents. Évidemment, les compétences, on en a un certain nombre au fil du temps. Par contre, on n'a qu'une seule excellence d'action. Alors, c'est toujours étonnant quand je dis ça, parce que, mais non, pourquoi j'ai plusieurs talents et pourquoi je n'ai qu'une seule excellence d'action? Parce que l'excellence d'action, c'est finalement ce qu'on fait de bien, très facilement, dans le plaisir. Et de cette excellence d'action peut découler plusieurs talents. D'accord? Donc, dans mon cas, je vous ai dit, moi, j'ai l'art d'accompagner les personnes et les organisations à passer un cap.
à se transformer. D'autres, là, dans le cas du leader, j'ai l'art de guider les gens vers une vision partagée. Donc, parmi les excellentes actions, on peut trouver des gens qui vont être les meilleurs dans des situations de crise, d'autres qui vont résoudre des problèmes et trouver des solutions dans un système. D'accord ? Voilà. Donc, l'excellente action, c'est finalement votre super pouvoir, ce que vous réalisez avec beaucoup de facilité et dans le plaisir. Le plaisir, c'est vraiment le marqueur de votre excellence d'action. D'accord ? Et qui se déclenche selon un contexte et un objectif unique. Selon un mode opératoire, un processus d'excellence, on appelle l'automatisme d'excellence, en 5 phases que je vais détailler. D'accord ? Alors, peut-être avant de détailler et de présenter l'excellence d'action, je souhaitais vous présenter, illustrer cela par un témoignage d'un dirigeant d'une entreprise de service qui a pu identifier et faire identifier l'excellence d'action de tout son personnel et il explique les bénéfices et les retombées de cette démarche. Je trouvais comme intérêt d'amener le mode opératoire dans l'entreprise, c'est qu'on mettait en avant ce que les salariés, les collaborateurs faisaient de bien et même excellent. C'est unique de parler que du positif et de l'excellence. J'ai commencé par faire le mode opératoire, après j'ai proposé à Vincent, mon associé, de le faire, et après on a vu assez rapidement que les personnes proches au niveau des bureaux, ça pouvait vraiment être intéressant et bénéfique qu'elles puissent le faire, de manière à ce qu'on ait tous à partager cette expérience qu'on avait eue ensemble. Alors, c'est intéressant de connaître les fonctionnements de ses collaborateurs parce qu'on peut voir les différentes interactions et on peut voir comment, au quotidien, on peut mieux travailler ensemble. Le fait de connaître le mode opératoire de l'ensemble des collaborateurs, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que là, après, on peut rebattre les cartes et à la place de fonctionner avec des fiches de poste, eh ben, on fonctionnera avec l'excellence de chacun en regardant si la personne qui a attitré à un poste n'a pas des fonctions transversales dans lesquelles non seulement elle prendra du plaisir, mais elle serait excellente et qui dédouanerait un de ses collègues qui n'aime pas obligatoirement faire ça. Alors, je ne sais pas si ça peut impacter au niveau de l'évolution de carrière, mais ça peut jouer sur la motivation, sur l'implication et sur le fait que l'on fasse confiance à des collaborateurs pour mener à bien des missions qui, au départ, n'étaient pas du tout dans leur fiche de poste. Je pense que ça peut vraiment ouvrir à des possibilités d'évolution pour les collaborateurs, tout simplement parce que ça permettra de proposer des choses auxquelles la personne n'avait pas pensé elle-même. C'est tellement naturel qu'elle n'avait pas pensé que ça pouvait être à rajouter dans sa fiche de poste. Alors ça change complètement le regard porté sur les collaborateurs, surtout si on prend le temps, après, une fois que la personne a fait le mode opératoire, de discuter avec elle pour qu'elle nous explique comment elle fonctionne. C'est un moment qui est assez unique pour comprendre comment la personne collecte, comment la personne met en mouvement l'ensemble de ses idées pour se mettre en action. Et à partir du moment où on comprend bien comment le collaborateur fonctionne, on voit pourquoi, quand je dis telle chose à tel moment, ça réagit ou ça réagit pas. Et on commence à décrypter le fait de se dire, en fonctionnant comme ça, je pourrais vraiment mieux travailler avec elle. Alors, il y a un truc qui est super, c'est que à partir du moment où la personne explique son mode opératoire, en fait, elle explique en quoi elle est excellente. Et on voit un smile, un sourire sur le visage de la personne qui dit effectivement je fonctionne comme ça et effectivement là-dessus je me débrouille bien et pour peu qu'on ait pu déjà tester ces compétences-là du collaborateur, assez naturellement il dit je comprends pourquoi je suis bien à ma place ou je comprends pourquoi à tel moment j'ai réagi comme ça, je me comprends mieux. Et là, c'est super. On comprend pourquoi on y est bien ou on n'est pas bien dans l'entreprise
Et ce qui fait que même un collaborateur qui se sent pas bien, je dirais, je vais pas dire que c'est pas grave, mais à un moment donné, on peut partir du principe aussi qu'un collaborateur a un parcours à faire dans l'entreprise. Et bien, s'il est en fin de parcours, ça permet aussi de l'identifier et de pouvoir l'accompagner tranquillement vers un autre projet professionnel, et en faisant en sorte que tout le temps qu'il est chez nous, bah, il est au top. Alors, Voilà, je vais juste m'arrêter là pour cet extrait. Alors, je vois que l'image était assez saccadée, mais j'espère que le bruit, le son a été suffisamment audible pour que vous entendiez ce témoignage d'un dirigeant qui a introduit l'excellence d'action, ce qu'il appelle le mode opératoire dans ses équipes pour pouvoir tirer le meilleur de ses équipes. Donc, pour vous expliquer d'où vient ce dispositif, cet outil, le mode opératoire, l'excellence d'action, c'est Joël Guillon qui a inventé cette méthode qui permet d'expliciter l'excellence d'action, le mode opératoire de chacun. Alors, avant de parler d'excellence d'action, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une action. Et une action, c'est un ensemble d'opérations cognitives incarnées, ce que veut dire à la fois de façon consciente et non consciente, qui permettent de modifier une réalité A en raison d'un contexte et de les déclenche pour transformer vers une réalité B. Voilà, ça c'est la définition de l'action. Et le modèle MO2I, le mode opératoire identitaire itératif, permet d'expliciter ce mode opératoire, cette excellence d'action qui part d'un contexte déclencheur pour transformer cette réalité, donc, qui est l'objectif déclencheur, selon 5 phases que nous allons détailler. Et l'objectif, moi je le résume, l'objectif finalement par la raison d'être de chacun, la mission de vie. On a chacun finalement un objectif, une vocation qui nous amène à mobiliser finalement toutes nos ressources, nos talents, nos compétences pour transformer cette réalité. Alors, dans le mode opératoire, vous avez 5 phases qui sont séquentielles, entrelacées. La première chose, avant d'agir, il faut collecter l'information. Et collecter l'information peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez collecter l'information par la vue, par l'ouïe, par les sens. Chacun va finalement récolter des infrasignaux qui sont propres. D'autres vont se souvenir des émotions. Voilà, donc la collecte, ça peut être des mots, des sons, c'est tout ce que vous pouvez récupérer comme information. Et vous allez ensuite mémoriser. Et la mémoriser, c'est comment vous gardez cette information, sachant que dans notre cerveau, il y a quand même des milliards d'informations, il faut pouvoir les stocker d'une certaine façon. Et on a on a chacun aussi une façon différente de mémoriser. D'accord ? Un des marqueurs de la mémoire, c'est l'émotion. Je prends un exemple très simple. On se souvient tous où on était le 11 septembre 2001. On ne se souvient pas où on était le 10 septembre. Par contre, le 11 septembre, on se souvient. Moi, j'étais chez le dentiste. Je m'en souviens très bien. Voilà. Dans la troisième phase de ce mode opératoire, avant d'agir, c'est l'analyse. Et l'analyse, chacun va aussi analyser de façon différente. D'accord ? Une analyse pour permettre de créer une stratégie, créer une solution avant de pouvoir agir. Et même dans la mise en œuvre, on va agir différemment. Il y en a qui agissent au dernier moment, c'est un peu mon cas, et d'autres vont le faire de façon collective, par embarquer des gens. Donc, vous voyez bien que dans tout le processus d'action, ce qu'on appelle l'action, collecter, mémoriser, analyser, créer et agir, ce sont 5 phases qui sont séquentielles, mais qui peuvent s'entrelacer ou pas. D'accord ? Parce que, comme la roue de Deming, on fait une chose et puis on vérifie le résultat et on se remet à corriger le tir. Voilà. Donc,
le MODIV, le mode opératoire, c'est notre moteur de l'action qui se déclenche finalement à l'insu de notre conscience parce que c'est notre automatisme, c'est une sorte d'automatisme, comme vous pouvez pédaler, faire du vélo sans vous demander comment je fais pour pédaler parce que ça devient un automatisme. Donc, ce moteur de l'action, il est ce qu'on appelle être dans la mémoire procédurale. Et ça se fait de façon automatique et que vous en ayez conscience ou pas. Vous savez que finalement, on a conscience seulement de 10% des informations qu'on perçoit. Et que notre cerveau, il traite à la seconde plus de 100 millions de milliards d'opérations à la seconde. Ce qui veut dire que votre cerveau, finalement, il va piloter un certain nombre de choses de façon automatique, de la vie courante, quand vous marchez, quand vous parlez, etc. Et que vous pouvez constamment collecter des choses, analyser en même temps. Il y en a qui, en se rasant, pensent à autre chose, d'autres sur la douche. Voilà, donc on a chacun une façon de collecter, analyser, mémoriser et même agir. Et ça, on l'appelle le moteur identitaire parce que c'est propre à chaque personne. Il est itératif parce que lorsque vous prenez du plaisir dans cette transformation de la réalité, vous avez intégré ça et quand vous êtes construit jusqu'à l'âge de 16 ans, vous allez reproduire systématiquement ce processus d'action. D'accord ? Parce que vous y prenez du plaisir, vous avez des résultats et à la fin, quand vous êtes construit, ça devient un automatisme. Vous voyez ? La différence entre l'excellence d'action et des compétences, les compétences, vous pouvez acquérir des compétences avec le temps, avec l'effort. Or que l'excellence d'action, vous le faites avec sans aucun effort, puisque c'est quelque chose qui est inscrit dans votre mémoire procédurale. D'accord ? Alors, une fois qu'on a identifié et qu'on connaît son excellence d'action, son mode opératoire, mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, le premier champ d'application, c'est de pouvoir s'orienter et de pouvoir trouver sa vocation. Alors moi, j'accompagne un certain nombre de jeunes lycéens qui doivent, surtout en ce moment, faire des choix sur Parcoursup. Ils se posent vraiment des questions sur voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est une manière de pouvoir identifier le métier de ses rêves et de pouvoir choisir et s'orienter dans le parcours de formation. Donc, cibler le métier de ses rêves. En processus de recrutement, ça peut être aussi un bon argument pour mettre en valeur son super pouvoir, ses compétences. Là, je peux vous partager les échanges que j'ai eus avec une personne que j'accompagne, qui avait un parcours vraiment très atypique, puisqu'elle avait fait des études de médecine pendant 3-4 ans, et puis elle a changé, elle a ouvert un restaurant, et maintenant, elle a fait un parcours de formation RH. Et quand on a un parcours aussi atypique, finalement, on ne comprend pas ce qui l'a poussé à changer de filière, de voie et de métier. Et finalement, avec son extension, on a compris que ce qu'elle aimait par-dessus tout faire, c'était s'occuper, prendre soin des gens, apporter finalement du bien-être, que ce soit dans un restaurant, dans la médecine, voilà. Et pourquoi elle n'a pas continué sur la filière médecine? Parce que peut-être l'environnement ne lui convenait pas. Et aujourd'hui, elle a choisi d'aller dans les ressources humaines, parce que c'est la façon qu'elle a trouvée la plus optimale pour exercer un métier qui lui convient. D'accord ? Voilà. Donc l'excellence d'action, lorsqu'on doit se réorienter, évoluer dans sa vie professionnelle, comme c'est le cas pour certains, à cause de la crise sanitaire, de pouvoir se réorienter, ça peut être un moyen de trouver sa voie. Et enfin, pour les personnes qui sont en poste ou pas, c'est aussi une façon de pouvoir trouver
une cause ou un engagement et de comprendre finalement sur quoi on peut s'engager et se réaliser. Alors, donc pour illustrer l'excellence d'action, le mode opératoire, moi j'ai fait le test avec Ashok Lecointe, qui est un ancien VIE, qui fait partie du club VIE Île-de-France. Et le mieux, Ashok, c'est que je te laisse la parole et puis tu puisses partager ce que tu as pu découvrir de toi-même sur ton mode opératoire et ton excellence d'action. Ok, bon, bah, très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Ashok Lecointe. J'ai fait mon VIE en Chine, à Suzhou. Et donc, j'ai fait cet exercice avec Martin Taille il y a quelques jours. D'abord, de découvrir son protocole. Il m'a aussi parlé donc, de ce qu'il vient de vous expliquer à l'instant. Et à partir de là, on a après étudié mon cas. On va dire ça comme ça. Donc, son protocole, d'abord, il m'a demandé de raconter 4 histoires courtes sur des expériences qui m'ont marqué, que j'ai aimé, des actions que j'ai aimé faire, mettre en place, réaliser des choses. Et il a bien insisté, Martin, pour que la dernière expérience concerne quelque chose avec le sport. Donc ça, c'était la première étape. Donc moi, ce que je lui ai raconté dans ces 4 histoires, c'est une première histoire, c'était l'année 2008 qui m'a marqué puisque j'ai découvert 2 pays, la Chine et la Lituanie, où j'ai été étudier et travailler. La deuxième, c'était mon implication dans la vie sociale lorsque j'étais à l'étranger. Ma troisième, c'était une idée entrepreneuriale. Et la quatrième, c'était l'aspect stratégique quand je joue au badminton. Donc voilà, donc là, concernant la première étape. La deuxième étape, ça consistait, à partir de ces 4 histoires, d'identifier les points communs entre elles déjà, pour déterminer l'excellence d'action, donc ce qu'on fait avec facilité à travers des thèmes, et donc dans cet ordre. Donc premièrement, c'est le contexte déclencheur, deuxièmement, l'objectif déclencheur, troisièmement, mémoriser, quatrièmement, analyser, cinquièmement, créer, et sixièmement, agir. Donc sur le contexte déclencheur, à mon niveau, c'est pour ces histoires, c'est la découverte, la différence, la nouveauté. Donc l'opportunité de découvrir le monde et des nouvelles choses, que ce soit des gens, des pays, des plats, enfin bref, tout ce qui est nouveau. Deuxième objectif déclencheur, c'était analyser et partager l'émotion. Et à travers cette expérience, décortiquer, comprendre le mode de fonctionnement de chacune de ces choses, puis en fait, par la suite, les partager aux autres et en révéler leurs mécanismes. Donc, en quelque sorte, je joue le rôle de testeur avec tous les sens ouverts. Ensuite, la troisième partie, c'était collecter. Donc là, moi, je collecte apparemment de façon systémique. Je prends tous les parties prenantes d'un système et je vais emmagasiner tous les sens, que ce soit la vue, l'odorat, l'ouïe, l'émotion. Ensuite, mémoriser. Donc, ma façon de mémoriser, pour moi, c'est comme une GoPro. Donc, je vais enregistrer une séquence, son, image, enfin tout ce que vous voulez. Et ensuite, je me repasse le film comme un répé sous différents angles. Ensuite, analyser. Donc là, je vais décortiquer cette séquence, faire des arrêts sur l'image pour mieux analyser et ensuite pouvoir créer des mock-ups. Et à partir de là, une fois que j'ai compris, je vais pouvoir expliquer aux autres le mécanisme de ces choses. Donc voilà, et donc pour la dernière partie, agir. Donc là, moi, j'agis plutôt de manière seule. J'aime bien montrer aux autres, comme si je les guidais, pour les amener donc vers ma découverte et leur faire comprendre ce qui m'intéressait. Donc moi, si on en vient pour conclure mon excellence d'action, ce serait de venir guider les autres en comprenant les mécanismes de certaines choses pour leur permettre aussi de les comprendre. Alors, donc, ce qu'on a vu effectivement ensemble, lorsqu'on a ce protocole pour identifier l'excellence d'action et son mode opératoire, c'est de comprendre dans chacun de ces histoires où il a pris du plaisir, puisque c'est ça le marqueur, qu'est-ce qu'il y a de commun, et, que ce soit dans le contexte déclencheur, et à chaque fois, dans toutes ces histoires, le contexte
qui le déclenche, c'est l'opportunité effectivement de découvrir quelque chose de nouveau, de différent, et se met en route. Et donc, systématiquement, il va reproduire cet automatisme qui consiste à collecter d'une certaine façon, à mémoriser d'une certaine façon. Et c'est vrai que lui, il est très porté sur la vue, parce qu'il peut déambuler un peu partout dans une ville. Il va comme ça tester des restaurants, tester des nouvelles choses. Et dès qu'il a la possibilité, il essaie de comprendre le mécanisme, et comprendre dans l'objectif, quoi, finalement, d'éclairer les autres, de leur expliquer au monde comment ça fonctionne. Et si on regarde un peu plus haut, il va les emmener, les guider vers quelque chose qui est beau, qui est différent. Et je pense que dans le cas de Ashok, ce qui a peut-être, il s'est peut-être construit comme ça en étant jeune, dans la volonté d'aller au-delà des différences pour montrer en quoi ce qui est différent peut être beau et intéressant. Et je pense que ça peut être une inspiration, en tout cas c'est une hypothèse, mais en tout cas on n'a pas fait l'entretien des gestes, donc on n'a pas déterminé à quel moment ça s'est produit, mais ce qu'on remarque, c'est que dans tous ces moments où il prend du plaisir, il a ce même automatisme, d'accord, avec ces 5 phases, avec ce contexte déclencheur et cette finalité, ce qu'on appelle l'objectif, qui consiste à vouloir guider les gens pour comprendre le fonctionnement le mécanisme des choses. D'accord. Donc je dirais que en quelque sorte, Ashok, il a un côté leader, puisqu'il a aussi une vision stratégique, puisqu'il crée des stratégies, il crée des guides, il crée des moyens pour les gens de comprendre. Donc, c'est ça qui le met en mouvement, qui le met en action. Tu confirmes, Ashok? Oui, je confirme. Et pour ses camarades du club VIE d'Île-de-France qui le connaissent un peu, je pense qu'ils ne seront pas étonnés. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'on a demandé qui était volontaire pour pouvoir tester ce protocole, il a été le premier à se porter volontaire parce que justement, il y avait une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau pour pouvoir l'expérimenter, le tester et le faire partager aux autres. Là, il était dans son excellence. CQFD. Et voilà. Et donc, vous ne vous rendez pas compte parce qu'on fait des choses sans s'en rendre compte. Quand je dis que c'est un automatisme dans votre inconscient, votre mémoire procédurale fait que chaque fois que vous avez des capteurs, chaque fois qu'on est dans le contexte, on se met en route automatiquement. Quand on n'est pas dans le contexte, on ne va pas se mettre automatiquement. Donc, dans une entreprise, ça peut être bien, comme ça peut être ne pas bien. Je prends l'exemple d'un jeune dont l'excellence d'action, ça peut être le leadership, et je l'ai rencontré. Il arrive dans un service où le manager actuel se sent en danger. Forcément, un jeune leader qui a ce talent-là, ça ne va pas bien se passer. Et moi, mon rôle, quand j'étais RH, et j'avais en charge l'identification des hauts potentiels et des talents, c'est d'aller chercher, identifier les gens qui avaient du talent, qu'on appelle le haut potentiel, pour les faire monter à leur place qu'ils méritent. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Merci Martin. Du coup, Voilà. là, il nous reste une dizaine de minutes sur le créneau. Est-ce que tu souhaites… J'avais d'autres diapos après à partager, mais si vous avez des questions déjà à poser à Ashok, avant de reprendre peut-être les diapos… Dans le chat, on n'a pas encore de questions. Par contre, Ashok, moi, je me permets d'en poser une. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a paru évident quand tu l'as trouvé au final après ce travail avec Martin? Ou tu t'es dit, ah ben oui, c'était ça? Pas exactement avec les mots utilisés, mais il y avait de la ressemblance, ouais. Et est-ce que pour toi, c'est naturel de te dire qu'en fait, c'est vraiment propre à toi et qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a cette même excellence d'action? Bah, après avoir discuté avec Martin, effectivement, bon, là c'est assez clair que chacun a sa propre excellence d'action, que c'est vraiment unique.
Mais au tout début, j'avoue que non, je ne le voyais pas comme ça. Ouais. Donc, il a fallu quand même quelques explications de Martin pour que j'en arrive à la même conclusion que vous. Ah oui, alors ça c'est normal que tout le monde se pose la question, mais en fait, j'ai pas qu'une seule excellence d'action, j'ai plein de talents, j'ai plein de compétences. Non, parce que quand on comprend ce que c'est que l'excellence d'action, c'est lié à un objectif, qui est sa raison d'être. En général, il est unique, d'accord, mais avec un certain nombre de niveaux. Par contre, le mode opératoire, la façon, c'est tout ça l'excellence, c'est tout ce processus. On n'a pas la même façon de collecter, et donc du coup, vous voyez bien qu'on peut avoir des ressemblances en termes d'objectifs. Le leadership, ça, un certain nombre d'entre vous l'avaient, cette envie de découvrir ceux qui sont partis en VE, c'est qu'ils avaient aussi ce souci de découvrir le monde et finalement de rapprocher les gens, les peuples, on va dire, les différences, l'interculturel. Il y a peut-être des ressemblances. Par contre, dans votre façon de faire, on est tous différents. Moi, par exemple, dans l'action, moi, je me prends toujours des moments. Et donc, en entreprise, on m'avait repéré pour, tiens, les projets où il fallait agir vite au dernier moment, bah, c'était à moi qu'on me confiait ce genre de projet. Par contre, les projets où il fallait planifier à l'avance, ce n'était pas pour moi. Parce que ce n'était pas ce que j'aimais faire, ce n'était pas mon mode de fonctionnement. Le mode opératoire, l'excellence, c'est son mode de fonctionnement. Et dans une entreprise, quand on connaît le mode de fonctionnement des uns et des autres, bah, du coup, on va pouvoir accepter la complémentarité, la différence, et faire en sorte que chacun puisse exploiter son potentiel. Et le témoignage de l'entreprise que je vous ai montré, justement, eux, ils ont fait cette identification de l'excellence de chacun, et après, ils ont confié des missions transverses qui étaient différentes de la fiche de poste. D'accord? Par exemple, quelqu'un dont l'excellence d'action, c'est des bâtisseurs de projets, vous en connaissez peut-être autour de vous, des gens, vous leur donnez n'importe quel projet, c'est les meilleurs. Ben, naturellement, en entreprise, on va leur confier ce genre de projet. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un à la Société Générale, lui, son excellence d'action, c'est de travailler dans des situations de crise, où il va gérer très rapidement des situations de crise. Et donc, c'est le pompier. On va l'envoyer sur des cas compliqués. Donc, il y a des gens, ce sont des sauveteurs, des gens qui sont des accompagnateurs un peu comme moi, des gens qui sont des leaders. Et il y a aussi une excellence d'action que vous connaissez aussi, ce sont les très bons commerciaux. Les très bons commerciaux, leur excellence à eux, c'est quoi? Ils ont l'art d'identifier, d'exploiter et de concrétiser des opportunités. Ça, c'est leur excellence. Et ça fait appel à plusieurs talents, des talents commerciaux, des talents d'écoute, des talents, voilà, des talents divers qui font qu'ils sont les meilleurs. Deux commerciaux, il y en a un qui va avoir des super performances, et puis l'autre, il aura juste des compétences et des résultats, mais pas plus. On a d'autres questions qui arrivent petit à petit. Ashok, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ton parcours? Bon, c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent, mais en fait, bon, on va dire que de manière, comment dire ça, sans le vouloir, je l'ai fait quand même dans mon parcours, parce qu'en fait, au départ, j'ai une formation plutôt commerciale, et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis tourné vers les achats, qui est comme un poste de support en entreprise. Donc, pareil, où je dois aider les différents collaborateurs à choisir, à faire des choix. Donc, je leur explique le pourquoi, le comment, comment acheter. Et au final, on prend une décision ensemble pour maximiser donc les achats dans les entreprises. Donc, oui, indirectement, inconsciemment, je l'ai fait. D'accord. Et puis, aussi le choix futur, parce que tu envisages peut-être de changer d'entreprise, tu n'iras pas n'importe où. On a parlé de la Belgique. Ouais, effectivement, ça ne sera pas la Belgique, qui est un pays que je connais déjà et qui ne m'apportera pas de nouveautés. Mais ouais, effectivement, en ce moment, je suis en train de chercher je fais partie des gens qui sont en poste et qui cherchent un travail ailleurs. Et moi, notamment, ce qui me botte, c'est de retourner en Europe, dans d'autres pays. Donc, il y a soit les pays du Nord, si on prend l'Irlande jusqu'à la Finlande, ou les pays du Sud, Italie ou jusqu'à la Hongrie. Mais voilà, c'est un des moteurs, c'est la nouveauté, apprendre des nouvelles choses et après peut-être partager mon expérience à d'autres personnes.
Merci Ashok. Martin, on a une question maintenant pour toi. Est-ce que on peut retrouver justement son excellence d'action via ce travail des 4 histoires, ou est-ce que c'est mieux d'avoir un regard pro pour pouvoir la trouver? Alors justement, à la fin, on va vous donner quelques conseils justement pour essayer de trouver votre excellence, de le cerner. Après, pour vraiment, ce qu'on peut faire de façon personnelle, c'est identifier son objectif, sa raison d'être, sa mission de vie. D'accord? Il suffit juste de regarder pour quelle cause vous êtes prêt à vous engager. Là où vous prenez du plaisir, qu'est-ce que vous faites avec beaucoup de facilité, d'accord? Et qui a du sens pour vous. Et ça, vous allez probablement vous approcher de votre excellence. Par contre, il faut savoir comment vous collectez, comment vous mémorisez, comment vous analysez. C'est finalement le protocole qu'on a fait avec Ashok, où il vaut mieux avoir un coach pour expliquer finalement dans ces histoires qu'est-ce qui est commun dans chaque histoire. Quel est le pattern, genre le modèle qu'il utilise à chaque fois pour collecter, mémoriser. Quand je disais tout à l'heure que lui, il avait une façon propre à lui de mémoriser, c'est un GoPro. Parce que lui, il enregistre tout. D'autres, pour mémoriser, ils prennent des notes. Moi, je suis assez cartésien, enfin, moi, j'ai des tableaux dans ma tête. Mais bon, quand je dis ça, les gens rigolent, mais d'autres, ils ont des images. Et chacun a une façon de mémoriser. Ma fille, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mémorise en ayant un univers assez onirique. Donc, elle va transformer une information pour la mémoriser dans quelque chose, dans une histoire. Donc, voilà. Et donc, pour expliciter tout le processus, le mode opératoire, ça, c'est difficile de le faire tout seul. Par contre, définir le contexte déclencheur et l'objectif, ça, vous pouvez le deviner, tout simplement parce que souvent, le contexte déclencheur, c'est ce qui vous met en action. Et parfois, ce qui vous met en action, ce sont des causes ou des injustices. Je prends un exemple. Quelqu'un, jusqu'à l'âge de 16 ans, il a été marqué par l'injustice. Peut-être, s'il fait un choix d'études, il va devenir avocat. Et s'il est avocat, c'est que sa raison d'être, sa vocation, c'est de protéger ou de rétablir la justice. D'accord? Donc, on voit bien que chaque fois qu'il y a un contexte déclencheur, il se met en action avec son moteur, son processus, ce qu'on appelle le mode opératoire, son mode de fonctionnement, pour transformer cette réalité et rétablir soit une justice qui va être son objectif. Après, d'une personne à l'autre, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des personnes qui vont mettre l'objectif très haut. Moi, j'avais quelqu'un qui est dans un atelier que j'avais animé, elle avait elle-même défini son objectif. Et son objectif, il était assez haut perché, hein, parce qu'elle avait l'art d'éclairer, d'ouvrir la porte vers le sublime. Donc, avec ça, j'en fais quoi comme boulot? Donc, je suis obligé de redescendre d'un niveau pour transformer finalement cet objectif, ce mode opératoire, en quelque chose qui est plus du talent ou des compétences professionnelles. Parce que sinon, on ne peut pas rester à un certain niveau. Mais pour certains, ils ont besoin d'être à ce niveau de sens, parce qu'ils recherchent du sens. Donc, finalement, l'objectif, c'est le sens. Donc, je ne sais pas avec ça si vous êtes en mesure de pouvoir trouver votre objectif. Comme je vois qu'il est déjà 20h, on va juste prendre une dernière question pour Ashok. Olivier Pierre qui demande, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as fait l'exercice avec Martin? Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner pour ceux qui souhaitent s'initier? Alors en fait, il n'y a pas eu vraiment de difficultés, mais la chose est, c'est quand même de trouver des histoires à raconter. Et il s'avère que d'essayer d'être. Enfin, moi, je voulais pas être influencer Martin, donc j'ai essayé quand même de trouver des histoires, voilà, qui racontent vraiment ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Et voilà, je pense qu'il y a eu un bon courant. Martin m'a bien expliqué les choses, donc il n'y a pas eu de difficulté. Et effectivement, ses explications auparavant m'ont permis de me donner les idées pour pouvoir raconter ces histoires. Ça m'a en quelque sorte guidé. Et d'ailleurs, en termes de temps, ça a pris 2 heures. 2 heures, d'accord. Comme ça, tout le monde... Ouais, ça donne une idée un petit peu du process.
Alors après, En nous, tout on cas, n'est pas allé je crois qu'il y a eu la au bout du question, donc process. il y aura bien un enregistrement de la présentation. Enfin, ça sera en replay et disponible pour tous, hein, donc pas de souci. Je vous propose qu'on passe à la suite et fin, parce qu'il est déjà 20 heures. Au niveau des questions, bien sûr, si vous en avez d'autres, on pourra y répondre par la suite, mais plutôt par email avec Martin. Alors, pour continuer, donc merci Ashok pour ton témoignage. Effectivement, ça prend 2 heures pour identifier l'excellence d'action, mais il y a d'autres choses par la suite, hein, parce qu'il ne suffit pas de connaître son excellence d'action, mais après, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est comment on se projette sur des postes ou des métiers où son excellence d'action va s'exprimer. C'est là où on a peut-être besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans la recherche du métier cible. Et surtout, comment on le déclare et comment on le valorise en entreprise lorsqu'on veut évoluer ou changer. D'accord? Par exemple, là, actuellement, j'accompagne un guide touristique qui se reconvertit dans le technicien de maintenance. Et donc, je lui dis, mais finalement, ton excellence à toi, c'est quoi? C'est de satisfaire les clients. Tu as toujours satisfait les touristes et aujourd'hui, ce n'est pas illogique que tu ailles sur un poste de technicien de maintenance en informatique parce que ton but, ton objectif à chaque fois, c'est de satisfaire le client, de l'aider et de lui présenter un certain nombre de belles choses. Voilà. Donc ça, c'est pour le processus, enfin comment se servir de son excellence pour se projeter sur un métier. Et le protocole d'identification, il peut se faire soit en mode individuel. Donc là, on a fait quelque chose de court avec Ashok en 2 heures, mais normalement, le protocole il dure un peu plus longtemps parce qu'il y a toute une phase d'acceptation de son excellence et surtout, qu'est-ce que j'en fais? Je le fais aussi en atelier collectif. Pourquoi? Parce que on a tendance à banaliser son excellence. Et un certain nombre de personnes disent, mais finalement, ben, c'est mon métier, je le fais. Donc, ils ont tendance à banaliser et à dévaloriser leur excellence d'action. C'est pour ça qu'en atelier, le retour et les témoignages des autres participants fait ressortir finalement la singularité et le côté extraordinaire de l'exploitation de chacun. D'accord? Et enfin, le troisième type d'intervention que je fais avec les personnes, c'est l'entretien de jeunesse, parce que là, on va déterminer le moment précis dans sa jeunesse, dans son enfance, pour déterminer comment on s'est construit et notamment le contexte, et on va beaucoup plus loin sur le contexte et l'objectif déclencheur. Voilà, merci. Donc, j'en ai fini. Et puis, j'espère que ce webinaire vous a permis de mieux peut-être cerner votre excellence d'action. Et je suis certain que ça vous donnera plus de sens à votre projet professionnel. Merci beaucoup, Merci Martin. beaucoup, Martin. Merci. Merci. Alors, du coup, nous, juste pour conclure, hein, Karine, n'hésite pas à me dire comment on est en termes de presse. On est parfait, point clé. Okay, nickel. Donc, nous, on s'est dit, parce que là, on vous a donné quand même pas mal d'informations. Il y a eu le témoignage d'Ashok, il y a eu voilà, pas mal de choses ce soir. Donc, en fait, voilà, identifier son excellence d'action, c'est important. Et on s'est dit, on va vous donner les points clés de cette soirée qui vont vous permettre à vous maintenant de réfléchir donc sur votre excellence d'action. Donc, dans un premier temps, il y a toute la partie où justement où on vous laisse réfléchir aux actions dans lesquelles vous prenez du plaisir, comme Martin le disait. Dans un deuxième temps, vous pouvez également identifier les actions où vous avez eu des facilités d'action. Et enfin, déterminer donc pour quels objectifs vous avez fait ces actions-là. Donc, on vous laisse ces petites clés en main pour, voilà, pour continuer un petit peu votre cheminement concernant l'excellence d'action. On a eu pas mal de questions, donc, et puis là, il est, si je ne me trompe pas, il est 20h06. Karine, est-ce que tu vois d'autres questions de ton côté? Négatif pour l'instant. Après, n'hésitez pas si vous en avez.
Et donc, du coup, pour terminer, donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que là, on va avoir une session de networking virtuel. Donc, vous allez tous être dispatchés automatiquement pour ceux qui souhaitent rester et on vous encourage à le faire dans des rooms, donc des petits groupes où vous pourrez échanger entre vous donc, sur le thème. Et puis, voilà, savoir quelle est votre excellence d'action, prendre un verre si ça vous dit également. Et on voulait aussi vous tenir au courant donc, de notre prochain événement qui va être un prochain webinaire donc, au mois de mars. Karine, je ne sais pas si tu as des... Charlène, est-ce que tu peux juste remettre la slide d'avant, juste pour un de nos participants, celle d'avant encore. Comme ça, après, on vous l'enverra, mais Oui. globalement, comme ça, vous gardez le petit takeaway et on va se répartir dans les différentes salles. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Merci, Martin, pour cette belle présentation. Puis je me baladais dans les salles aussi. Merci.